Je précise pour les férus de communication instantanée que le hashtag, comme on ne dit plus en français, est Codev 2013. À vous. Bien, Monsieur Hadik, Monsieur le Président, c'est déjà parti. Voilà. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité. Je ne sais pas si je suis le plus à même de pouvoir ouvrir ces 2 journées de réflexion. Mais je voudrais vous dire à quel point je suis extrêmement sensible à la volonté que vous avez eue de vous rassembler les uns et les autres pour essayer de décrypter ce qui peut amener notre pays à sortir de ce poids de morosité que j'évoquerai tout à l'heure, de ces ressorts citoyens qui sont particulièrement fatigués, dans une période, non pas de crise. Je ne crois pas que nous soyons en crise. Il y a une crise sociale, il y a une crise financière. Mais si on est en crise, ça veut dire que quand on sort de la crise, on retrouve la situation ex ante. Nous sommes en métamorphose. Ça veut dire que je crois qu'au-delà du choc de compétitivité, et vos 2 journées sont au cœur de cette préoccupation, nous avons plutôt besoin d'un choc culturel. Si nous sommes en métamorphose, ça veut dire que, contrairement à notre philosophie judéo-chrétienne où le futur est la projection de notre présent, dans la métamorphose, le futur, c'est la remise en cause de notre présent. Et très souvent, notre conformisme, notre volonté de garder nos repères de pouvoir nous amène à obliger l'avenir à regarder l'avenir avec nos lunettes d'aujourd'hui. Or, il faut que nous changions notre façon de concevoir le monde de demain. Et une des questions que nous devons nous poser, nous qui sommes à la tête d'une association, à la tête d'une assemblée, d'un pouvoir, d'une mairie, d'une communauté d'agglomération, d'une entreprise, comment nous aider à être suffisamment intelligents, lucides, objectifs pour accepter d'ouvrir un débat dont une des finalités sera peut-être la remise en cause de la structure qui assure notre pouvoir, notre rémunération et notre statut social. Si nous n'avons pas cette capacité d'intelligence objective, de mettre notre pouvoir au service d'un projet plutôt que de vouloir garder notre pouvoir pour la jouissance du pouvoir, alors il se passera probablement des forces nouvelles, et notamment citoyennes, qui contourneront le système. Lorsque le MEDEF ne représente pas, hop, il y a les pigeons. En Italie, c'est Giuseppe Basso qui représente 20% des électeurs avec 3 réseaux sociaux. Donc je voudrais vous attirer votre attention et je vous le montrerai à quel point aujourd'hui notre société peut aller vers le pire ou le meilleur. Et que notre volonté à nous, notre responsabilité, c'est d'appuyer sur les ressorts qui peuvent nous amener vers le meilleur. Mais si nous ne sommes calculateurs, si nous préférons notre petit intérêt sur nos petits feux et nos petits courts termes, à ce moment-là, le pire peut arriver. Deuxième réflexion avant de vous présenter les quelques slides, c'est de ne jamais oublier que quand une société, mais qu'elle soit associative, entreprise, mairie, et a fortiori nation et a fortiori continent, lorsque la visibilité de l'avenir est impossible, illisible, et que celui qui exerce le pouvoir semble impuissant pour peser sur les événements, alors les sentiments de celles et ceux qui vivent dans ces structures deviennent des ressentiments. Et que nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que les mouvements d'espérance qui peuvent mobiliser les citoyens, voire les réveiller, ne se retournent pas en mouvement d'autodestruction ou de destruction du système. Et nous sentons bien aujourd'hui que dans notre société européenne, internationale, eh bien, les sentiments deviennent des ressentiments et qu'il y a une espèce de bouillonnement. Ce qui justifie l'importance, l'urgence d'essayer de redonner un certain crédit par rapport à un projet, ce projet nécessitant une vision, cette vision nécessitant effectivement la capacité que nous avons de nous projeter en 2030, même si nous pouvons avoir tort. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion. Et s'il n'y a pas d'adhésion, il y a une consommation. Et nous sommes à un moment donné où, ayant perdu le réveil du citoyen, nous étions
La classe politique est elle-même s'est laissée livrer à la société de consommation. L'homme politique est devenu un produit de consommation, chacun cultivant sa clientèle électorale pour préserver le pouvoir. Eh bien, on s'aperçoit que l'électeur est lui-même convaincu de la fatigue et du non-retour d'investissement qu'il avait de se sacrifier pour le collectif. Il est devenu consommateur de la République. Je ne veux pas que le professeur soit bon, je veux qu'il mette 20 sur mon gamin. Je ne veux pas que le juge soit bon, je veux qu'il fasse mal à celui qui me fait mal. Et je ne veux pas que le maire soit intelligent et qu'il me fasse un projet à 30 ans, je veux qu'il mette un candélabre devant ma porte. Si nous laissons ces ressorts citoyens s'épuiser, lorsque les peuples sont réduits à la défense de leur intérêt, ils se déchirent. Lorsqu'on peut leur redonner l'adhésion à une cause, ils se transcendent. Et si le génie de l'Allemagne, c'est le respect obsessionnel du process, la force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat, la force de la France, c'est son innovation, sa créativité, son génie du renouveau. Or, aujourd'hui, nous avons un système qui stérilise les innovations, car l'innovation fait peur au pouvoir, et neutralise même la capacité de créer, parce que nos concitoyens se sentent aujourd'hui fatigués. Et donc, nous avons une formidable exaltation, une formidable capacité, vous êtes hommes et femmes qui souhaitez vous occuper du développement, de pouvoir amener un peu de lumière sur l'obscurité qui pèse sur les épaules de nos concitoyens, et peut-être un peu de confiance en eux-mêmes, j'y reviendrai, dans un système politique, éducatif, administratif qui, au moment où l'individu dans le monde entier est en train d'émerger au détriment du collectif, l'individu n'a jamais été aussi créatif, inventif, nos enfants n'ont jamais été aussi en dialogue avec nous, en contestation avec nous, mais en même temps aussi fragiles. Et cette fragilité, nous pourrons la transformer en force. Il ne pourra pas y avoir un collectif solide sur des fragilités individuelles. Et donc, je voudrais vous dire à quel point, au Conseil économique, social et environnemental, nous avons aussi entrepris ce choc culturel. J'y reviendrai peut-être rapidement, mais pour moi, ça a été très révélateur. Je n'étais pas candidat, ce sont les syndicats salariés et patronaux qui m'ont demandé d'être président. Tous les syndicats y sont représentés, les environnementalistes, les jeunes, et je leur ai proposé 3 chantiers. Premier chantier, d'être l'institution du futur. Ce fut immédiatement une réaction négative, à mon grand étonnement. Et je leur ai dit aux syndicats salariés et patronaux, mais pourquoi vous contestez cette notion du futur? Nous sommes mandatés pour nous occuper du présent. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et nous voyons bien que la dictature du court terme est en train souvent de complètement paralyser les décideurs économiques sous la pression des actionnaires à 3 mois et les décideurs politiques sous la pression des échéances électorales à 2 ans. Ce qui d'ailleurs faisait dire à Edgar Morin, les politiques croient essentiel de s'occuper des urgences, alors que ce qui est urgent, c'est peut-être de s'occuper de l'essentiel. Et peut-être une des premières qualités que vous avez en tant que Conseil de développement, c'est d'échapper à cette dictature de la temporalité. J'ai réussi à les convaincre au Conseil économique et nous avons accepté d'être la maison du temps long. La deuxième chose, j'avais alerté le président de la République, mais aussi les membres du Conseil, en leur disant « Dès que la guerre s'était arrêtée en 1945, les Américains et les Français n'avaient qu'une obsession, empêcher l'État allemand d'être fort et que les Allemands revotent pour un Hitler. » Et ils avaient donc déchiré le pouvoir de l'État en renforçant les Länder et enfermé le décideur politique dans l'obligation, avant de affirmer une décision, d'avoir l'accord du patronat et des syndicats. Et ce qui devait faire la faiblesse de l'Allemagne en fait aujourd'hui sa force. C'est un autre sujet sur lequel il faut que nous réfléchissions, c'est qu'en France, les acteurs politiques et syndicaux sont faibles, et quand on est faible, on se construit dans la conflictualité et non pas dans le dialogue. Or, si nous sommes en métamorphose, la conduite du changement est aussi importante que le cap du changement, et le dialogue est nécessaire dans la conduite du changement. Nous avons donc souhaité que le CESE soit une maison du dialogue. Nous y avons ouvert la conférence sociale, environnementale, contre la pauvreté, etc., etc. Puis la troisième qui vous concerne, qui est au cœur, je n'y suis pas encore tout à fait arrivé, je l'espère dans quelques mois, je souhaitais que le CESE soit un lieu indépendant des citoyens. Et la réponse a été unanime sur tous les bancs des organisations syndicales et patronales, la réponse est non. Et là, ça fut ma seconde grande surprise, et je leur ai dit pour quelle raison. Les citoyens, c'est nous. Et nous voyons bien qu'il y a là une culture de l'appropriation de la vérité par les organisations
qui se heurte quelquefois à une réalité du terrain qui est complètement contraire. Et lorsque je vois aujourd'hui la réponse à la question « Quel regard portez-vous sur les politiques ?», 40% de nos concitoyens disent « Ils nous ont abandonnés ». Et je crois qu'il est essentiel, pour aider à restaurer le politique et le syndicaliste, à avoir des lieux où les concitoyens peuvent se réapproprier les questions politiques, parce que la France est un peuple éminemment politique, très intéressé par les enjeux politiques, extrêmement sévère sur les comportements politiciens. Et donc nous avons là aussi à réfléchir à la restauration du politique. Je vais vous livrer maintenant quelques considérations. Première question, nous avons rendu un avis avec le CEVIPOF au CESE, et parmi les qualificatifs, quels sont celles et ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel? Méfiance, 32%, morosité, 31%, lassitude, 29%. Notre pays est un pays qui ne croit plus en lui-même. Et l'on voit bien qu'un des sujets sur lesquels nous devons réfléchir, et qui peut être un formidable ressort, c'est comment redonner optimisme et confiance à nos concitoyens. Et s'ils sont dans cet état-là, c'est qu'ils ne sachent plus. Quand vous écoutiez les cérémonies des vœux, en 2013, on avait tous l'impression que celles et ceux qui professaient les vœux, c'est pourvu qu'on passe 2013. Oui, mais je veux dire, pour la majorité comme pour l'opposition, nous allons vivre cette année 2013 une année extrêmement compliquée. Car je suis de ceux qui pensent qu'il va y avoir une embellie boursière et une catastrophe sociale, parce qu'il y a une transition. Et comment faire en sorte que dans cette avalanche de douleur qui va peser sur l'opinion, l'opinion est totalement dans l'incapacité aujourd'hui de voir quelles sont ses perspectives d'avenir. Et nous pouvons avoir une guerre israélo-iranienne, une déstabilisation du printemps arabe, un renversement géopolitique vers la Chine. Tout cela crée une perturbation, un parasitage qui rend difficile la mobilisation citoyenne, qui se construira sur l'autodéfense, avec des réflexes frappés du sceau de la démocratie qui peuvent être suicidaires pour l'avenir de notre pays. Au moment où il faut penser monde, on pensera village. Au moment où il faut penser collectif, on pensera individuel. Au moment où il faut penser partage, on va penser repli identitaire et repli sur soi. Et j'y reviendrai. Et donc les conseils de développement, pouvez-vous aussi être un endroit où il peut y avoir une capacité d'apaisement dans une société qui risque d'être en grande tension? Quelle perception de l'avenir et du quotidien pensez-vous que vos enfants ont une chance d'avenir? 68%, la réponse est non. Il est évident qu'un peuple qui ne croit pas que notre pays puisse offrir une chance pour nos enfants, on va se mobiliser pour l'avenir de ce pays. On va se mobiliser pour ses enfants et pas forcément pour le pays. Et là, nous avons absolument besoin de renverser cette tendance. Autre caractéristique française, le progrès scientifique et technologique nous crée un monde meilleur. Les pays émergents en 87, pays développés 79, France 61. Nous sommes un pays absolument incroyable. Nous avons la fierté du siècle des Lumières. Nous étions la référence. Si vous prenez IBM a été créé en 1911 aux États-Unis. Le premier siège européen a été créé en 1914 en France. Parce que c'est en France qu'il fallait se trouver pour l'épanouissement des technologies, l'épanouissement de la philosophie, de la culture, de la musique, etc. Et en un siècle, nos concitoyens aujourd'hui considèrent le progrès comme un facteur de risque plus que comme un facteur d'opportunité. Et plus aucun débat n'est possible sur ce qui pourtant peut conditionner notre avenir. Et là aussi, réfléchissons aux instances détachées du pouvoir qui peuvent ouvrir la garantie qu'on n'est pas instrumentalisé. Et l'autre question est totalement préoccupante. Croyez-vous à la parole du politique? La réponse est non. Croyez-vous à la parole de l'expert? 66%, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de restaurer le crédit de la parole publique. Et nous voyons apparaître l'expert, mais l'expert peut être aussi dangereux. Regardez aujourd'hui dans les journaux le débat sur le cholestérol. Et donc l'on voit bien que l'opinion a besoin de croire à quelque chose. Avant, il y avait le prêtre qui donnait la vérité, le professeur qui donnait la leçon, le politique qui donnait l'éclairage. Maintenant, on conteste tout. Mais on a besoin de se raccrocher à une vérité. On a besoin de se retrouver un idéal.
Or, il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de vérité. Et là, peut-être, faudra-t-il que dans les conseils de développement ou dans d'autres instances, on puisse essayer de reconstruire une vérité à laquelle on peut éventuellement adhérer. Depuis que j'utilise beaucoup les nouvelles technologies, mon corps et mon cerveau fonctionnent mieux. Les pays émergents 80, les pays développés 63, la France 45. Et nous sommes totalement schizophréniques, on garde 2 heures sur l'oreille avec le cerveau qui chauffe notre appareil et on ne veut pas l'antenne à 200 mètres. Donc là aussi, on a besoin de gérer les passions. Autre sujet, nous avions posé la question, quelles sont, dans les mois qui viennent, les 3 préoccupations majeures? Et à notre grand étonnement, au-delà de l'emploi, bien sûr, c'est le prix de l'alimentation, le prix de l'essence, le montant des impôts. Lorsque j'étais médiateur de la République, j'indiquais qu'il y avait entre 12 et 15 millions de personnes qui étaient à 50 ou 150 euros près par mois. Or, aujourd'hui, nous pouvons avoir les tensions alimentaires dans les grandes surfaces. Je voyais les industries agroalimentaires me disaient que les produits yaourts, dont la consommation chutait à la 2e quinzaine, commencent à chuter à la 2e semaine. Que beaucoup de directeurs de magasins me disent que dès que les produits augmentent de façon très sensible, il y a une tension, voire une contestation, voire une révolte et une agression sur les caissières. Ça veut dire que si nos concitoyens sont aujourd'hui dans la survie du quotidien, avec une capacité d'accepter la douleur du quotidien qui a considérablement baissé. Lorsque nous étions dans une société rurale, j'acceptais un quotidien difficile parce qu'il y avait la promesse du paradis. Si tu es un type bien, tu iras au paradis. Parfait. Puis dans les dimensions industrielles, si tu travailles bien, tu auras la capacité d'acheter ta maison, de nourrir tes enfants, etc. Aujourd'hui, j'ai un quotidien difficile et je n'ai pas de promesse spirituelle ni de promesse matérielle. Et j'ai une fragilité. Et ça veut dire... Delphine, la jeune Française qui est maintenant la conseillère d'Obama et que j'espère faire venir au CESE, avait une phrase redoutable dans son livre « Repenser la pauvreté ». On ne croit aux valeurs de la République que quand on a le ventre plein. Donc c'est facile de tenir un discours moral en disant « c'est pas bien ce que tu fais », si en face de vous, vous avez la peur du huissier, l'angoisse de ne pas pouvoir payer les études de vos enfants, des difficultés alimentaires, vous dites « ton discours, tu le gardes ». Et donc, comment réveiller un ressort citoyen dans un environnement de souffrance du quotidien? C'est peut-être la notion de résilience sociale sur laquelle il faudra que nous réfléchissions. Comment aider la société japonaise à se reconstruire après le choc de Fukushima, celle de la Norvège après la perception d'avoir nourri en son sein un tueur comme Breivik. La résilience de la société française, c'est comment accepter le déclin de la société française, le rebasculement de la géopolitique européenne, et peut-être passer de notre modèle de cohésion sociale à la vitalité sociale, d'où la solidarité de proximité. Ce qui, là aussi, peut peut-être donner des élans nouveaux. J'entendais, Monsieur le Président, votre rapport. Il a beaucoup parlé d'infrastructures. Je pense qu'il faudra aussi réfléchir sur des solidarités de proximité et la notion d'un vivre ensemble local. Oh, pardon. Le seul moyen de s'en tirer, c'est de trouver des combines. 40% en 2004, 58% en 2008, 64% en 2012. Il va falloir aussi que nous acceptions, que nous, les hommes et les femmes qui sommes dans un système, vous-même d'ailleurs, vous êtes dans un système, fait que le système n'offre pas d'espérance de vie et de quotidien, il y aura un système parallèle qui viendra le concurrencer. Si je ne crois plus en rien et que quelqu'un, par la scientologie ou les sectes, m'offre une espérance, je vais aller à la secte et à la scientologie. Si l'école de la République ne m'offre pas d'horizon, j'irai à l'école du quartier. Et si je ne gagne pas suffisamment d'argent dans l'entreprise et dans l'usine, j'irai vendre de la drogue ou de l'économie souterraine. Et l'on s'aperçoit que lorsque nous combattons les réseaux, 6 mois après, augmentation des impayés d'HLM, parce que le système vit non pas sur l'économie réelle, mais sur l'économie souterraine. Et vous avez 2 sociétés qui travaillent sur le même territoire et qui ne peuvent que s'affronter. Et vous voyez bien que la fragmentation de la société est là aussi peut-être un enjeu sur lequel il faut absolument que nous réfléchissions. Parce que nous parlons de la France. Mais la France n'est plus homogène. La France est diverse. Et l'archipélisation de la France est aujourd'hui en marche. Et vous voyez bien qu'entre les intellectuels, les précaires écrasés, les conservateurs identitaires, les passionnés créatifs, vous n'avez pas les mêmes ressorts, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes besoins. Et nous devons être attentifs à ce qu'aujourd'hui, dans vos conseils de développement, cette diversité soit intégrée pour voir quels sont les points de synergie, quels sont les points de divergence.
parce qu'il y aura des débats politiques de nature extrêmement différente. Et l'on voit bien que chez celles et ceux qui sont précaires, nous commençons à voir, par la difficulté du quotidien, une usure de thèmes politiques que les intellectuels trouvent particulièrement importants. La diversité, le mariage homosexuel, la biologie, etc. D'autres concitoyens disent « mais ça c'est complètement inutile, je suis en train de crever, qu'est-ce que vous m'offrez ?» Et donc l'on voit bien que là, il y a des réflexions nouvelles à intégrer. Comment garder l'unicité de l'action sur la diversité des opinions? Et ça pose le problème de le caractère identitaire, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vous ai mis ça, par exemple, nous travaillons beaucoup sur l'éducation. L'éducation, c'est 150 000 jeunes en échec scolaire. Sur 10 ans, 1 500 000. 51% sans emploi, sans diplôme. 750 000 jeunes que l'on met sans diplôme sur le marché d'un travail qui ne sera jamais offert pour eux. Il est évident que ces jeunes sont pieds et mains liés à d'autres alternatives que les parcours républicains. Et lorsqu'on posait les questions avec Gilles Kepel dans les banlieues, quel est le regard que vous portez sur l'administration le plus négatif? Nous attendions tous, à la police. Ce qui est arrivé en tête, c'est l'orientation scolaire. C'est-à-dire un système, en réalité, qui préfère le confort du système plutôt que l'inconfort pour se remettre à la disposition de la société. Ce qui est important, c'est d'adapter le parcours de l'enfant, pas d'obliger l'enfant à un parcours qui est contraire à lui. Et très souvent, nous sommes tous, nous-mêmes, de formidables conservateurs, même si on tient des discours progressistes. Et nous demandons à la société de s'adapter à notre système et pas au système de s'adapter à la société. Et nous avons tous de grands élans pour l'intérêt général à condition de préserver nos intérêts particuliers. Et là, c'est un sujet sur lequel il va falloir être, là aussi, extrêmement impertinent. Je vous ai mis cela peut-être simplement pour 2-3 choses. Si nous partons d'un principe qu'aujourd'hui c'est l'individu qui est en train d'émerger, que la force de la France c'est l'innovation et la créativité, alors il va falloir que nous inversions totalement notre culture éducative, politique, administrative. Dans tous les pays anglo-saxons, on valorise les potentiels des individus. En France, on valorise les échecs. Si tu échoues à l'école, t'es nul. Si ta femme est partie, t'es nul. Si tu as déposé le bilan, t'es nul. Si tu n'as pas de Rolex, t'es nul. Et l'on voit bien qu'au moment où il faut valoriser l'individu, on le dévalorise. J'ai en mémoire une étudiante qui se présentait à un jury d'Harvard et qui, les premiers mots qu'elle tient au président d'Harvard, c'est de dire « Monsieur le Président, je suis désolé, je suis dyslexique ». Le réflexe immédiat, histoire vraie, du président de l'université de dire « Formidable, vous êtes comme Einstein ». En France, vous imaginez, on aurait dit « La pauvre, elle a un handicap ». Oui, mais regardez, c'est là où les conseils de développement peuvent aider le système scolaire à s'adapter à une réalité nouvelle. Combien d'enseignants arrivent enthousiastes dès les premières années d'enseignement, vous les retrouvez 15 ans après, ils sont écœurés par le système. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, notre démarche scolaire, c'est pas de transférer des connaissances, c'est de donner de la confiance à nos gamins, de développer le sens critique et la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Nous avons été éduqués, protégés jusqu'à 18 ans de la cruauté du monde, on arrivait puceaux avec des problèmes sexuels de refoulement freudien. La génération qui monte est une génération extraordinaire. Elle a une potentialité incroyable, mais elle a 2 problèmes. Le problème de l'identité, quelle est ma place, qui suis-je, quels sont mes repères, quelles sont mes origines, et 2, la mésestime de soi. Nous sommes dans un système de pouvoir qui préfère gérer la mésestime de soi pour mieux dominer, plutôt que de valoriser l'estime de soi qui aura la capacité de mieux contester. Et c'est quelque chose qui est totalement contraire à l'exigence du futur. Si vous prenez un Américain, il a une confiance extraordinaire en lui. Si vous prenez un Français, même talentueux, il faut le pousser sur la scène pour qu'éventuellement. Or, le futur, c'est l'innovation, c'est la créativité. Et donc, il faut que tout notre parcours soit un parcours d'estime de soi. Et nous voyons bien qu'y compris le parcours scolaire jusqu'à l'échelon le plus élevé universitaire, ça vous oblige à une sanction individuelle sur des résultats individuels, alors que tout votre parcours professionnel sera un parcours collectif avec des notions d'objectif. Et la seconde, c'est que nous voyons bien que nous sommes dans un système de normes qui met en place
un système d'exclusion. Je vois qu'il faut que j'accélère. Défaut d'écoute. Il faut que je conclue. 9% d'inutiles. Je voudrais dire à quel point aussi la société se construit autour de 3 très grands sentiments, les espérances, les peurs et les humiliations. Il n'y a plus d'espérance collective. Ni communiste, ni libérale, ni religieuse, et les politiques apparaissent aujourd'hui plus comme porteurs d'un projet, d'une stratégie de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet. Dans ce cas-là, c'est la gestion des peurs et des humiliations qui est en train de l'emporter. Mais quand le système humilie, il crée une force qui peut détruire le système, ou se détruire soi-même. Et c'était le cas du printemps arabe, et sur le cas de dévolution, je vous donne simplement ça pour montrer à quel point les partis politiques sont aujourd'hui à 12%, le taux le plus bas de crédit depuis la dernière guerre. Il faut retrouver des instances de restauration de la politique. Il ne faut pas défendre le politique, il faut défendre la politique. Il ne faut pas défendre le médecin, il faut défendre la médecine. Il y a une remontée très forte du crédit des entreprises. Nous avons, les enjeux de société démarrent. Bon, ça, je vais passer très vite. Je suis très étonné par ça, je voudrais dire pour les conseils de développement. Une inversion totale. Jusqu'à il y a relativement peu de temps, on demandait à l'entreprise de respecter la responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, la crise est tellement profonde qu'on leur demande d'être performantes sur le plan collectif. En disant il faut d'abord que nos entreprises soient performantes. Ça ne veut pas dire qu'on donne du crédit aux dirigeants. Mais l'entreprise est peut-être l'endroit où j'ai le lien. Or, un des facteurs d'apaisement, ce n'est pas les antidépresseurs, c'est d'avoir un contact avec une personne apaisante. Le conseil de développement peut aussi avoir ceci. Les 3 sujets politiques. 1, la démographie, dans tous les pays du monde. Les risques générationnels, les jeunes contre les vieux. 2, la localisation des ressources, ce que vous évoquez, y compris c'est ce que j'appelle le conflit des territoires. Et le 3e, qui est peut-être le plus important, c'est comment faire vivre ensemble des personnes de plus en plus hétérogènes. Et c'est le choc des identités. Le défi politique numéro 1 dans le monde entier, l'Europe a besoin de 50 millions de populations étrangères pour équilibrer sa population active. C'est l'intégration. Or, l'intégration, c'est le partage avec l'autre. Le partage avec l'autre ne peut se faire que si vous êtes campé sur votre identité. Si vous savez qui vous êtes droit. Et vous pouvez ouvrir les bras pour demander ce que l'autre peut accepter de perdre pour partager avec vous. Si vous êtes dans une identité faible, vous êtes dans la conflictualité. Or, contrairement à l'histoire de la France, qui a demandé à perdre vos identités régionales pour se fondre dans l'unicité de l'État. Les Allemands ont fait exactement le contraire. Le Volk, c'est le renforcement des identités locales pour mieux renforcer l'État allemand. Nous avons besoin aujourd'hui, pour être plus européens, d'être plus français. Nous avons besoin aujourd'hui, pour être plus français, d'être plus bretons. Et donc les langues vernaculaires, la culture, c'est un élément déterminant, non pas pour contester l'identité de la France, mais pour la renforcer, pour mieux avoir cette capacité d'intégration. Et je pense que là, vous avez un certain nombre de choses. Enfin, pour terminer, la communication par le numérique. La métamorphose, c'est à chaque fois qu'il y a la rencontre d'un mode d'énergie nouveau, d'un changement de communication. Vous n'imaginez pas ce que la neuroscience, ce que le numérique va complètement amener comme transformation. On a perdu 500 000 emplois industriels, on en a gagné 750 000 dans le numérique. Personne n'en parle. Parce que, comme me disaient les Indiens Googies, on entend toujours le bruit des arbres qui tombent, jamais celui qui est des arbres qui poussent. Et le numérique va complètement bouleverser la relation du médecin. Vous n'irez plus voir le médecin, c'est le médecin qui aura une alerte sur l'ordinateur pour dire votre cholestérol déconne. Donc tout cela, si le Conseil de développement a pour habitude de garder et de donner l'assurance de préserver les structures, il ne sert à rien. S'il a cette capacité de se libérer du poids structurel, de se libérer des contraintes, de se libérer des amitiés, de ses dépendances, et de concevoir un futur, à ce moment-là, il peut ouvrir une nouvelle voie d'espérance dont nous avons bigrement besoin. Et ma conclusion, c'est qu'à partir du moment où aujourd'hui nous avons un décrochage entre la performance économique et la performance sociétale, où la destruction précède toujours la construction. L'Américain qui a créé McDo, c'est l'Américain qui vivait la crise américaine où tout le monde crevait de faim. Il s'est dit, il faut que j'offre un repas à 25 cents, McDo. Boeing a dit, on ne peut plus réserver le vol des Américains à des vols privés. Je vais créer le bus volant, Boeing. Et aujourd'hui, ce qui est en train de faire la fierté de la France en Seine-Saint-Denis, c'est le site Le Bon Coin. Parce que quand je n'ai plus assez d'argent, je vends, je deviens marchand. Donc il y a des formes nouvelles de disparition d'un commerce traditionnel, l'émergence d'un commerce nouveau. Mais comme la destruction précède toujours la construction, la douleur de la destruction empêche l'enthousiasme
et l'espérance d'un nouveau. Et donc c'est là aussi où peut-être avez-vous un rôle important à jouer, car je n'ai jamais cru au taux de croissance ni M. Hollande ni M. Sarkozy. Ce tableau montre que l'on va rentrer dans une croissance entre 1% et 2% dans les 10 ans qui viennent. Ça veut dire qu'il va falloir réviser, d'où le projet du gouvernement de la réforme de la protection sociale, mais il va falloir réviser notre rapport à la pauvreté, notre rapport à l'activité, notre rapport aux biens non matériels. Avec moins de croissance matérielle, comment être plus heureux? Et donc, mettre un terme à cette société effrénée de la consommation qui avait tendance à faire en sorte que l'homme valait plus pour ce qu'il dépensait que ce qu'il pensait. Et donc je trouve que là, on peut retrouver une force de proposition, dialogue, assemblée du temps long et forum citoyen. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne plus croire que le collectif va assurer la force de l'individu, c'est la force des territoires qui assurera la force de la France. La force de territoire, c'est cette capacité de concevoir un futur qui remet en cause notre présent, c'est de libérer l'initiative de chacun et de chacune d'entre nous, à condition qu'ils croient en eux-mêmes, et surtout qu'ils croient et qu'ils adhèrent au projet que vous allez leur proposer. Et donc je ne puis que soutenir votre démarche de rencontre, de forum citoyen, voire de contestation, car sinon la légitimité de celles qui auront le pouvoir de décider par l'élection sera de plus en plus contestée par la légitimité de la contestation. Et ne croyant plus à la force du droit, je revendiquerai le droit à la force, et nous risquons de basculer dans des rapports de violence plutôt que dans des rapports d'apaisement et de mobilisation. Bonne réflexion à tous.